Eh bien, salut tout le monde, c'est Ambrosios et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle partie du cours créer son site web en HTML5 et CSS3. Donc aujourd'hui, on va aborder une grande partie, une très grosse partie, où on a beaucoup de choses à voir. On va tout simplement parler des différents types de boîtes. Je vous en avais parlé dans la vidéo précédente et aujourd'hui, ça y est, on est dans le vif du sujet et on va s'attaquer aux boîtes. Donc on va apprendre à leur donner des dimensions, parfois même un peu à les situer, enfin à les aligner, enfin bref, voilà. On a beaucoup de pain sur la planche. Donc on va commencer tout de suite par une petite présentation des différents types de boîtes. Donc actuellement, il faut retenir qu'il existe trois types de boîtes. Les boîtes de type inline, de type block et de type inline block. Inline block, on verra ça encore après, puisque c'est un mélange un peu du type inline avec le type block. Donc, je vous parle du type inline et du type block sans vous dire ce que c'est. Donc maintenant, je vais vous expliquer déjà comment les reconnaître. Donc, en général, un type inline est compris dans un type block. Par exemple, ça peut être un lien dans un texte, par exemple, dans un paragraphe. Et comment reconnaître donc un type inline à un type block? C'est que une boîte de type block va faire un retour à la ligne. Par exemple, ici, vous voyez que les titres font un retour à la ligne, donc les titres sont de type block. En revanche, par exemple, ici, on a le marquage du texte qui ne renverra pas à la ligne. Donc, puisqu'il n'y a pas ce retour à la ligne, donc ce sera une boîte de type inline. Donc, je vais vous citer quelques exemples. Vous pouvez aussi regarder l'image que je vous mets sur votre écran, qui est, je trouve, assez représentative de ce qu'est le type inline et de ce qu'est le type block. Donc, n'hésitez pas à regarder. Donc, pour un petit exemple, en type inline, vous pouvez trouver les balises strong, marque, img, donc image, vidéo, pour les liens A, enfin bref, EM pour l'italique, qu'on a déjà vu. Et au niveau des balises block, on en a quelques-unes comme la balise des paragraphes, P, des titres H1, H2, H3, etc. Et par exemple des listes, donc UL et OL. Et LI également. Donc voilà, maintenant vous savez déterminer, vous savez faire la différence entre une boîte de type inline et une boîte de type block. Donc on va pouvoir passer tout de suite à la suite de ce cours. Donc maintenant je vais vous présenter deux sélecteurs qui sont représentés par des balises, donc des balises paires qui englobent d'autres balises ou un élément textuel par exemple. Donc il y a la balise div qui est un sélecteur de type block et la balise span qui est un sélecteur de type inline. Donc moi par exemple, je vais vous montrer à quoi ça sert. Moi par exemple, je m'en sers des balises div notamment pour organiser mon site web en différentes parties. Donc ainsi, j'ai un en-tête qui s'appellera header, donc je vais lui mettre l'idée header, et dedans il y aura tout ce qui correspondra à mon en-tête, donc mon menu ou autre. Pareil, j'aurai pour mon corps, j'aurai une div avec l'idée core, ce qui me permettra de bien séparer mon texte en différentes parties. A savoir qu'il existe également des balises, qui sont les balises header, articles, section, footer et autres, que personnellement je n'aime pas utiliser, c'est un choix personnel, même si c'est de plus en plus utilisé, de plus en plus adopté par les webmasters, moi je n'aime pas les utiliser, donc je vous les présenterai dans une autre vidéo, parce que là, il reste pas mal de vidéos avant la fin académique, la fin basique de la connaissance du HTML5 et du CSS3. Donc voilà. Donc à quoi ça sert en fait ces sélecteurs? Ça sert à encadrer, donc comme je vous disais, des éléments. Par exemple, ça me permet voilà, de séparer mon code, ça me permet de sélectionner par exemple une telle portion de texte et de décider de le mettre avec un fond bleu, un fond rouge ou autre. Et je peux le faire à plusieurs endroits en utilisant par exemple le sélecteur CSS classe. Donc maintenant, vous êtes prêts à aborder ce que vous attendez probablement depuis très très longtemps, c'est les dimensions. Donc comment donner des dimensions à vos éléments, par exemple à vos titres ou autres. Donc pour ce faire, je vais créer un nouveau fichier. Donc ici, je vais l'appeler boîte.html. Je l'enregistre bien dans mon dossier site, j'enregistre et voilà.
Donc maintenant, je vais aller l'ouvrir. Hop. Vous voyez qu'il est vierge, c'est normal puisqu'il n'y a rien. Donc je vais mettre les balises de base. Voilà. Hop. Je vais rajouter le petit duct tape. Et voilà. Je vais pas mettre de titre parce qu'on n'en a pas vraiment besoin. Bon, allez, si. Dimension et boîte. Voilà. Donc maintenant, ici, je vais créer un élément. Donc par exemple, ici, je vais utiliser le sélecteur dont je vous avais parlé, div, auquel je vais donner un ID qui sera l'ID boîte. Hop. Je vais ouvrir un style. Donc là, je vais pas travailler dans un fichier distant. Enfin, je vais pas travailler dans un dossier séparé, tout simplement parce que c'est plus simple, puisque je n'ai pas beaucoup de code. Donc, je vais ouvrir des valises style dans le header. Hop, voilà. Dans le head, pardon. Et ici, je vais écrire dièse boîte et je vais lui donner une bordure, tout simplement, pour qu'on puisse bien voir. Donc une border par exemple solide de PX en noir, donc 3,0. Et voilà. Donc maintenant, je retourne, je recharge et vous voyez que j'ai bien ça. Donc là, le problème, c'est qu'il n'y a rien dans notre élément, dans notre sélecteur. Du coup, on va mettre une petite balise BR. On pourrait aussi mettre un espace insécable, mais je ne me souviens jamais du code. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose. Donc on peut vraiment distinguer notre boîte. Donc, pourquoi j'ai mis des bordures? Tout simplement pour qu'on puisse bien voir que je modifie les dimensions. Sinon, vous ne verrez absolument pas que les dimensions sont modifiées. Donc, pour modifier les dimensions, il y a deux propriétés CSS qui existent. Il y a la propriété width et height qui s'exprime en pixels ou en pourcentage. En tout cas, pourcentage pour la balise width. Donc, pour ça, on va mettre width. Donc WIDTH, et ici on va indiquer une valeur en pourcentage ou en pixels. Par exemple, je peux mettre 50 pixels. Hop. J'enregistre, je recharge et vous voyez que la taille a bien diminué. De la même manière, je peux mettre par exemple 50%. J'enregistre et je recharge et vous voyez que mon élément là, ma div, prend bien 50% de ma page. Donc voilà. Maintenant, je peux également décider, par exemple, puisque les pourcentages c'est assez adapté pour pouvoir adapter vraiment à la taille des écrans. Par exemple, là, vous voyez que peu importe si je bouge ma fenêtre, ça sera toujours à 50% de ma fenêtre. Vous pouvez également attribuer un maximum et un minimum à la largeur. Donc je m'explique. Imaginez que vous vouliez que sur un écran par exemple comme le vôtre, la largeur fasse 50% de votre écran. Maintenant imaginez que quelqu'un aille sur un téléphone, donc avec une taille d'écran beaucoup plus petite, et que du coup ce soit vraiment très très petit. Si ça, vous imaginez bien la taille d'un écran de téléphone, si vous la divisez en deux, c'est vraiment minuscule. Donc pour ça vous pouvez mettre min .with, enfin, voilà, min width. Et vous pouvez attribuer un nombre, donc par exemple je peux mettre 100 pixels ou autre. Par exemple je vais mettre ici 400 pixels. Hop, je vais recharger. Et vous voyez que là sur mon écran il ne se passe rien. Et vous voyez que quand je rétrécis ma fenêtre, eh bien la partie ici, la div que l'on a créée, rétrécit également tout simplement parce qu'elle reste toujours à 50%. Mais quand j'arrive à un certain endroit, c'est-à-dire ici à peu près, eh bien, elle ne bouge plus tout simplement parce que si elle continue à aller à faire 50% de ma fenêtre, elle sera en dessous de 300 pixels et vous allez demander à ce qu'elle ne le soit pas, si bien que l'ordinateur va vous obéir et ne rétrécira plus la div. Vous avez la même chose qui existe quand vous voulez faire l'inverse, donc c'est avec max width. Donc voilà, hop, je recharge et vous voyez que là, puisque 50% sont supérieurs à 300 pixels, la div prend la largeur de 300 pixels, mais quand je rétrécis ma fenêtre, eh bien, il arrivera un moment où les 50% de ma fenêtre seront inférieurs aux 300 pixels, et donc du coup la div se réajustera automatiquement. Donc maintenant nous avons fait les largeurs, on va voir maintenant la hauteur si vous le voulez bien, c'est exactement le même principe.
sauf que pour une hauteur, on donne les valeurs en pixels. Donc par exemple, je vais choisir 500 pixels. Donc vous mettez la propriété height, H-E-I-G-H-T, 2.500 pixels. Hop, je vais supprimer ça. Hop. Je recharge et vous voyez que eh bien, la div est beaucoup plus grande. Elle est haute de 50 pixels. Donc voilà, là on vient de voir tout ce qui était dimension. Maintenant on va passer à une autre caractéristique des boîtes qui sont les marges. Donc il faut savoir qu'une boîte, je vous dis, c'est ça, et que toutes les boîtes possèdent des marges intérieures et extérieures. Donc un exemple très flagrant, vous voyez que ici il y a un petit blanc entre la boîte et le bord de ma fenêtre, tout simplement parce que l'élément body, qui est un élément bloc, un bloc assez spécifique, assez spécial, mais ça reste un bloc, et bien a des marges intérieures qu'on appelle des paddings. Donc ces paddings, ce sont des marges qui sont à l'intérieur. Par exemple là dans mon div, je vais mettre du texte, donc je vais générer un peu de texte, je vais aller télécharger un lorem ipsum. Donc voilà, je vais mettre 2-3 paragraphes, donc en l'occurrence ici 4. Hop, j'enregistre, je recharge, je vous montre, voilà, c'est parfait. Donc maintenant, vous voyez que ici, c'est bien collé au bord de notre boîte, au bord de notre bordure, la bordure qui délimite bien le tour de la boîte. Donc un padding, c'est ce qu'on appelle une marge intérieure. Donc pour cela, vous écrivez padding, attention, il y a bien 2D, et vous pouvez mettre une valeur en pixels ou en pourcentage. Par exemple, si je mets 5%, hop, j'enregistre, je recharge, et bien vous voyez qu'il y a eu 5%. Donc là, l'écart que vous avez ici, c'est égal à 5% de la fenêtre. Donc voilà, vous voyez que ce padding, c'est effectué dans sur tous les bords, par rapport à tous les bords. Donc vous voyez vraiment que vous avez un 5% qui s'est rajouté en haut, en bas, à droite et à gauche. Donc vous pouvez aussi attribuer des pixels, hein. Par exemple je peux mettre 20 pixels, hop, je vais vous montrer, hop, j'enregistre, je recharge, vous voyez que les marges sont plus différentes. Donc on peut jouer comme ça pas mal sur les différentes marges, les différentes tailles de marge pour obtenir des effets assez sympathiques. Donc voilà, vous pouvez également maintenant, supposons que vous ne vouliez pas de marge en haut, mais juste une marge par exemple à gauche. Donc pour ça, vous écrivez padding-left, 2 points, et vous mettez la valeur que vous voulez. Vous enregistrez et vous rechargez, et vous voyez que la marge en haut n'existe plus, et que vous avez uniquement la marge à gauche qui reste. Donc ça existe pour tous les côtés. Donc pour le haut, c'est padding-top, pour le bas, padding-bottom, pour la droite, padding-right, et pour la gauche, padding-left, comme on vient de le faire. Donc vous pouvez également aussi, si vous voulez attribuer par exemple une marge intérieure différente, d'une différente taille, selon les côtés, vous pouvez tout simplement écrire padding, ensuite mettre vos valeurs. Donc vous écrivez par exemple 20 pixels si vous voulez 20 pixels de marge en haut, ensuite par exemple 50 pixels qui correspondra à la marge à droite, 300 pixels qui correspondra à la marge en bas, et par exemple 5% qui correspondra à la marge à gauche. Je recharge et vous voyez que ça c'est bien attribué. Donc vous pouvez modifier chez vous les différentes tailles. Par exemple, vous pouvez vous amuser à avoir 200 pixels en haut pour être sûr que c'est bien à cet endroit là qu'il faut mettre la marge du haut. Enfin, voilà, mais vous pouvez aussi me faire confiance, normalement c'est ça, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc là on a vu les marges intérieures. Il existe un deuxième type de marge qui est la marge extérieure. Donc la marge extérieure, ça marche exactement pareil, mais c'est juste une autre propriété, qui est la propriété margin. Donc la propriété margin, elle réagit exactement comme la padding. Donc on lui attribue soit un nombre de pixels, soit un nombre en pourcentage. Donc là, vous voyez qu'il y a eu une marge extérieure qui a été attribuée par rapport à partout de 5 pixels, par rapport en haut, par rapport en bas, à droite, à gauche. Voilà. Donc il n'y a plus de marge intérieure puisqu'on ne travaille plus sur les marges intérieures, mais bel et bien sur les marges extérieures. Donc voilà, ça c'est pour 5%. Vous pouvez également mettre des pixels, par exemple 50 pixels. Hop, j'enregistre, je recharge. Vous voyez que les tailles
des marges extérieures ont changé. Donc voilà, vous pouvez encore vous amuser comme ça. Ça vous permet également de décaler un élément par rapport à un autre, un élément inline par rapport à un autre élément inline. Enfin voilà, il y a des petits trucs à faire comme ça. Mais en général, si vous faites ça, vous allez décaler sur partout. Et c'est pas terrible. Donc par exemple, si vous voulez juste décaler à gauche, vous mettez margin-left et 50 pixels et vous verrez qu'il n'y aura qu'une marge extérieure à gauche. Vous pouvez faire la même chose pour en haut, pour en bas, pour à droite, donc avec margin top, margin-bottom, margin-right. Vous pouvez également faire comme pour le padding, si vous voulez attribuer des marges différentes selon l'endroit où vous vous trouvez. Donc par exemple, je vais attribuer 50 pixels en haut, 60 pixels à droite, 5% en bas et 20% à gauche. Hop. Donc maintenant, si je recharge, vous voyez que tout a bel et bien changé. J'ai tout qui s'est bien mis. Voilà. Vous pouvez également, il y a une autre chose qui existe dans le margin qui est assez sympa, c'est la possibilité de centrer son bloc. Donc là, si je recharge, vous voyez que le bloc est bel et bien centré. Maintenant, si je lui attribue une taille, vous verrez par exemple 8DTH 500px, j'enregistre, je recharge, vous voyez que ça donne ça. Bon, et vous voyez que le bloc n'est pas au milieu de mon écran. Maintenant, si je veux par exemple centrer ce bloc, je vais mettre margin, auto. Donc il faut bien préciser que avant toute chose, il faut donner une largeur fixe au bloc avant de pouvoir lui attribuer un margin auto, sinon ça ne marchera pas. Le navigateur a vraiment besoin de connaître une largeur précise pour l'élément bloc que vous voulez déplacer. Et il faut également que l'élément soit bien une boîte bloc pour attribuer un tel margin. Vous voyez, les marges se font automatiquement sur les côtés droit et le côté gauche, si bien que votre bloc est centré. Donc maintenant, imaginez vous vouliez attribuer ça à un élément inline. Théoriquement, on n'a pas vraiment à le faire. Donc, par exemple, si je remplace mon div par une span, hop, voilà, comme ceci. Span, je vous disais tout à l'heure que c'était un sélecteur inline. Donc maintenant, si je recharge, hop, vous voyez que ça ne marche plus du tout pareil. Donc si je veux qu'il réagisse comme un bloc, il faut que je fasse display, que j'utilise la propriété display, que l'on verra plus en détail dans la prochaine vidéo, deux points, et là je vais mettre bloc. Maintenant si je recharge, vous voyez que l'élément inline réagit vraiment comme un bloc. Donc vraiment, il faut éviter d'utiliser des spans par exemple à la place des diffs, parce que vraiment il y a des balises qui sont faites pour un certain usage. Si on en utilise d'autres, vraiment ça va devenir assez complexe. Enfin voilà, si c'est vraiment pas fait pour ça, et donc si possible il faut l'éviter au maximum. Donc voilà, je vais remettre des divs, hop, div, j'enregistre, je recharge, vous voyez que c'est exactement le même résultat. Maintenant supposons que je donne une hauteur, par exemple de 100 pixels. J'enregistre, je recharge, hop, et vous voyez que finalement mon texte sort de mon bloc. Là ça peut paraître embêtant au premier abord. Je vais mettre 200 pixels pour que ce soit un peu plus grand pour ce que je vais vous montrer. J'enregistre, je recharge, voilà. Ça peut paraître embêtant, mais il existe des petites solutions pour justement éviter que le texte sorte ainsi. Donc vous allez devoir utiliser la propriété overflow. Donc vous mettez overflow 2 points, et là vous avez plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité de ne rien mettre, dans ce cas-là vous n'utilisez pas la propriété overflow. Vous avez également l'argument hidden, l'argument scroll et l'argument auto. Donc c'est les différentes possibilités qu'on peut mettre avec la propriété overflow. Donc hidden, ça permettra de couper le texte de manière à ce qu'on ne le voit plus du tout. Donc, je vais vous montrer, je vais mettre hidden, hop, avec 2D, je recharge, et vous voyez qu'on ne voit plus du tout le texte. Tout le texte qui était en dessous a été masqué. Je peux également mettre scroll. Voilà, comme ceci. J'enregistre et je recharge. Et vous voyez que là, en fait, je peux maintenant me déplacer comme ceci parce qu'il y a une petite barre de défilement qui a été ajoutée sur le côté et qui me permet de faire un peu comme ce qu'on trouve des fois sur les sites web, une page, comme si vous pouviez descendre votre page en fait, simplement. Sauf que là, c'est une petite page dans une page.
Enfin voilà, vous appelez ça comme vous voulez. Moi je dis qu'on peut scroller, voilà, c'est comme ça qu'on dit, mais vous faites et vous dites comme vous voulez. Vous pouvez également mettre auto, où là c'est vraiment le navigateur qui va décider comment faire. En l'occurrence, Firefox par exemple ici a décidé de mettre une barre de scrolling pour descendre. Donc voilà. Maintenant, un autre problème qui peut se poser, donc je vais retourner sur mon code source, c'est quand vous avez par exemple des très très longs mots. Par exemple, j'ai écrit un très long mot ici, hop, je vais enlever pas mal d'espace. Hop, je vais remettre mon height à 500 pixels. Hop. Donc là, j'ai pas mal d'espace supprimé, donc théoriquement, ça doit me faire un très 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 long mot. Donc là, je recharge et vous voyez qu'en fait, là, j'ai un très long mot sans espace, sans rien. Ça peut être par exemple sur un forum une suite de ah, voilà, pour quelqu'un qui est très heureux ou quelqu'un qui veut juste spammer sur le forum. Et bien, bah, vous voyez que ça peut parfois sortir. Donc là, il existe un petit remède. Vous pouvez utiliser la propriété overflow, mais qui n'est pas la plus adaptée pour ceci, puisqu'il existe tout simplement une propriété spécialement conçue pour les longs mots et pour couper les mots comme ceci. Donc cette propriété, c'est word-wrap. Et là, elle prend deux paramètres, soit normal, soit break word. Donc normal, c'est par défaut, c'est-à-dire que ça va sortir, enfin bref, comme si vous ne faisiez rien. Et break word, ça va être tout simplement couper le mot à l'endroit où il sort. Donc maintenant, si je recharge, vous voyez que le mot qui était ici a été coupé et la suite est en dessous. Il y a eu un retour à la ligne. Donc voilà. On a vu énormément de choses dans cette vidéo, dans cette partie du cours de la formation créer son site web en HTML5 et CSS3. Vous allez de plus en plus vers un beau site web qui sera fini, qui pourra même paraître professionnel. Enfin voilà, il nous reste encore quelques petites choses essentielles à voir avant que je vous libère comme ceci, que je vous laisse à vos créations sublimes. Donc voilà, moi je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, tout dépend du moment auquel vous regardez ma vidéo. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux, vous êtes 90, c'est déjà énorme. Je pensais pas en arriver là rien qu'en me lançant dans l'aventure YouTube, où j'avais vraiment envie de partager ce que je connaissais. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma vidéo, à me suivre sur Twitter et sur Facebook. Sur Twitter, vous êtes une bonne 60aine à me suivre, c'est génial. N'hésitez pas à aimer cette vidéo pour me soutenir, puisque ça fait vraiment plaisir quand vous aimez cette vidéo. Ça veut dire que vous aimez le contenu que je vous propose. Donc voilà, encore merci. N'hésitez pas également à commenter cette vidéo pour me donner votre avis sur cette vidéo, sur la chaîne, enfin bref, sur ce que vous voulez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Il y a également une adresse mail qui est dans la description de la chaîne et que j'essaierai de mettre dans la description de la vidéo. N'hésitez pas voilà, à la partager, à la commenter, à la mettre dans vos favoris. Parlez-en à vos proches, à ceux qui veulent créer un site web. Voilà. Donc moi je vais vous laisser là. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.